Salut ici Maps! Aujourd'hui je vous parle de mes lectures du mois de décembre. Et aujourd'hui en fait on est au mois de janvier. J'ai perdu le premier segment où je vous parlais des 4 premières lectures que j'ai faites au mois de décembre. Donc force est que je dois refilmer ce petit bout. Donc malheureusement ça ne sera pas aussi bon que le segment original avec moins de ressenti, mais j'ai pas le choix. Donc c'est ça, on va y aller ainsi. La première lecture que j'ai faite au mois de décembre, c'est La vallée de l'étrange de J.D. Kirkness, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, qui écrit de la science-fiction. Donc, dans ce petit roman, on va suivre en fait deux protagonistes. On va suivre Brigitte, qui est une entrepreneure, une patenteuse, qui va réussir à créer des petits objets qui ressemblent à des vrais animaux et éventuellement qui vont ressembler à des vrais humains, qui vont avoir une certaine faculté à apprendre et ils vont avoir tellement l'air vrai que ça va devenir un peu malaisant, que les gens vont se dire que peut-être qu'on est en train de faire quelque chose de mauvais, qu'on est peut-être rendu des mauvaises personnes, qu'on ne peut pas les prendre pour des robots s'ils ont l'air si vrais. Et d'un autre côté, on va justement suivre un de ces petits robots humains qui se nomme Sim, qui va avoir une faculté d'apprentissage assez impressionnante, qui va être bien guidé par un homme qui va s'occuper de lui. Et éventuellement, ben, cet homme-là va mourir, donc il va être laissé à lui-même. Cet ouvrage-là, c'est mes plus grandes peurs, dans le sens que on a Brigitte, une personnage attachante, qui est vraiment aux antipodes de mes valeurs, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien expliqué. Le chapitre 2, c'est un bijou que je pouvais comprendre d'où est-ce qu'elle venait, je pouvais comprendre ses motivations, puis pourquoi elle fait ça, que elle, c'est vraiment juste comme elle aime essayer des affaires, découvrir, puis bon, elle a découvert ces petites choses-là, elle a créé un petit robot qui ronronne, puis ça y a fait du bien, puis là finalement elle s'est rendue compte que les gens aimaient ça, donc ça devient la situation de l'offre et la demande, puis elle devient riche, elle devient avec beaucoup d'argent, beaucoup plus de possibilités, et là ben les gens veulent qu'il y ait telle fonctionnalité sur son petit robot, donc elle fait des recherches et s'assure que cette fonctionnalité-là est maintenant sur les petits robots, pour en faire éventuellement des humains. Puis là, éventuellement, ben, ça prend des proportions, puis on est dans des problèmes éthiques, dans des problèmes moraux, ça devient complexe. Donc, oui, ça touche plein de zones de gris. Ce sont des robots, mais ils ont l'apparence des enfants. Ils ont une certaine capacité d'apprendre? Est-ce qu'ils ont une âme? Si les gens en font ce qu'ils veulent, est-ce que ça peut être genre de la pédophilie, même si c'est un robot, mais il a vraiment l'air d'un enfant? Est-ce que c'est wrong tout ça? Est-ce que, tu sais, c'est là qu'on est, là. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre-là. Ça se dévore, ce que J.D. Kirkness écrit, puis ça graphigne, ça me fait vraiment peur. Ça démontre très bien à quel point parfois certaines choses sont construites, sont faites dans un but autre et ça devient quelque chose de problématique par la suite à cause que les humains, on est des espèces tordues. Donc voilà pour La vallée de l'étrange. Par la suite, j'ai finalement lu les nouvelles Histoires à faire rougir davantage de Marie Gray. Des nouvelles érotiques qui datent de plusieurs années. Donc, vous comprendrez que c'est très hétérocentré et que, en termes de bon goût, ça n'a pas bien vieilli pour la majorité des nouvelles. Je vous dirais qu'il n'y a rien de surprenant. La première nouvelle est tellement prévisible, et moi qui n'ai pas une Sherlock Holmes. Les autres, parfois c'est complètement tiré par les cheveux, parfois c'est comme, est-ce qu'on était vraiment obligé d'avoir une fin aussi weird? Est-ce qu'il fallait vraiment avoir un dénouement surprenant? Je vous dirais que je les ai lus, mais je pense pas que c'est supposé d'être lu d'un couvert à l'autre parce que il y avait du sexe, là, j'étais plus capable, c'est comme axé sur ça. Tellement qu'à un certain point, je me sentais un petit peu voyeuse parce que les manières de faire jouir les femmes étaient tout le temps les mêmes.
Donc là, j'étais comme, est-ce qu'on est en train de vivre ce que Marie Gray aime, ses préférences sexuelles, inconsciemment transmises dans ce recueil de nouvelles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de variété, on est souvent dans la même façon pour comme faire plaisir au corps de manière physique. Donc, ouais, c'est ça. Je l'ai terminé, mais pourquoi est-ce que je me suis infligé ça? Nul ne sait. J'ai abandonné La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, qui était un livre pour le club de lecture ici à Ottawa. Pour vrai, je pourrais pas... C'est comme un documentaire animalier en livre. C'était d'une platitude, là. On était en train de décrire la nature. C'est un gars qui est comme dans la forêt, dans la neige, à attendre les animaux qui se déplacent, puis à prendre la meilleure photo de ces animaux-là. Fait qu'il peut passer des heures. J'ai lu genre peut-être quelques chapitres, puis j'étais comme ah, ça se passera pas. Qu'est-ce que je suis en train de lire là? Mon Dieu. Donc non, c'est ça. Pour un autre, pour une autre, mais pas pour moi. Et le quatrième, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, c'est Opérette de Claude Champagne, un livre qui a eu quand même une bonne médiatisation lorsqu'il a été publié. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps parce que vous savez, parfois je suis un petit peu rigide lorsqu'il y a trop d'attention sur un livre, ben je veux pas le lire. Donc, mais là, c'est un livre bleu avec une couverture bleue, puis j'en ai entendu des bons commentaires, donc je l'ai lu. Ce roman-là, c'est l'histoire d'une gang d'amis au primaire, puis leur ami Mario, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est Opérette. Il va avoir enquête, on va essayer de découvrir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avec Mario. Mais ce petit groupe-là ne se satisfera pas de l'enquête des policiers. Ils vont essayer de trouver la personne qui aurait pu enlever Mario. On n'a pas retrouvé le corps, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Dans le roman, ça se passe au présent et au passé. Donc au présent, Patrice, je pense, le personnage principal, apprend qu'ils ont retrouvé le corps de Mario. Donc on fait un retour dans le passé à ce moment-là, lorsque Mario a été porté disparu, puis les quelques jours par la suite, qu'est-ce que les amis ont fait, qui était leur suspect, on en apprend un petit peu plus sur Mario, sur les personnes qui étaient autour d'eux, sur leur petite vie, donc c'est un ouvrage empreint de nostalgie. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé la plume délicieuse, je suis embarquée dans ce livre-là, puis je venais d'abandonner le livre d'avant, puis j'étais comme ça se lit tout seul, les pages tournent, c'est super bon, l'humour aussi, là, ça me faisait quelque chose. Absolument, je suis difficile à faire rire ou en tout cas un petit pouf. Mais là, ça marchait. Donc, j'étais complètement là. J'aimais ça. J'aimais l'écriture. J'aimais l'histoire. Je voulais donc bien savoir ce qui s'est passé avec Mario. Puis, c'est pas un divulgateur, mais je veux juste vous dire de peut-être diminuer vos attentes par rapport à ça. Parce que moi, j'ai trouvé ça insatisfaisant de pas avoir tant de réponses. Après tout ce filon qu'on suit les jeunes, puis les différentes personnes qui auraient pu faire ça, les différents coupables potentiels, puis là on arrive à la fin, puis on est comme un peu pouette, pouette, pouette. Ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié mon moment de lecture. Vraiment, l'histoire, les personnages, on apprend à les découvrir, on les aime, on les trouve attachants, l'ambiance top-notch, nostalgique et tout. Donc vraiment, c'est un petit livre que j'ai beaucoup aimé. Ok, qui dit décembre dit tous les livres que je n'ai pas lus durant l'année et peut-être pour une bonne raison. Donc, les prochains livres, il va y avoir plusieurs abandons. D'ailleurs, j'ai pas terminé le mois de décembre, il est pas terminé en fait. J'ai pas terminé toutes mes lectures et jusqu'à maintenant, c'est le mois où j'ai abandonné le plus de livres. Alors, celui-là, il est très surprenant, mais avec un petit peu de contexte, un petit peu moins. J'ai abandonné le dernier livre que je devais lire de Delphine de Vigan,
qui se nomme Un soir de décembre. En fait, c'est le dernier que moi, je voulais lire, mais c'est pas le dernier livre qui a été publié par cette autrice. En fait, c'est techniquement son troisième. Le premier, c'était Jour sans fin, qui était très autobiographique. Et le deuxième, c'était Les jolis garçons, que je n'ai pas beaucoup aimé. Et le troisième, c'était lui. Donc, c'est Delphine de Vigan à ses premières heures, ses premières armes d'autrice, ce qui donne, ma foi, espoir, parce que avec tout ce chemin parcouru, aujourd'hui, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Mais un soir de décembre, je l'ai lu. On suit Mathieu Brun qui a publié son premier roman, puis ça lui apporte une vague de popularité. Et il y a quelqu'un qui va lui écrire une femme qui était son ex, il me semble. Ou en tout cas, quelqu'un qu'il a aimé, qu'il croyait avoir oublié, puis ça va le hanter complètement, ça va lui faire perdre pied. Je vous dirais que c'est vraiment pas un gros livre, mais c'est l'écriture du départ, puis le point de narration, la narration en elle-même, le point de vue, j'ai mélangé deux choses. Je trouvais ça insipide, je trouvais ça ennuyant, c'était vraiment pas très intéressant dès le départ. Donc rapidement, je me suis dit, non, ça ne fonctionnera pas pour moi. J'adore ce que fait Delphine de Vigan aujourd'hui, mais ses premiers ouvrages, ça ne le fait pas, donc je l'ai abandonné. J'ai aussi abandonné La mesure de mes forces de Jackie K. Ellis. Par contre, ce livre-là, je vous dirais que ça m'a pris quand même un certain temps. Au départ, j'étais un petit peu nerveuse. Ça semblait qu'une histoire qui ressemble à Mange, Prie, Aime. Puis, j'ai pas tant apprécié Mange, Prie, Aime, mais c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup mieux écrit. On comprend vraiment la réalité de la femme, puis on a toute son historique de comment elle a rencontré son mari qui se nomme G. Il n'y a pas de nom, là, tout le monde ont juste une initiale et donc puis on comprend aussi son parcours, de ce qui a fait en sorte qu'éventuellement ils se sont séparés puis qu'elle est partie en voyage et tout ça pour comme se retrouver. Donc je trouve que c'est vraiment une meilleure introspection, c'est vraiment une meilleure histoire, un parcours de vie. J'en ai lu, il me semble, presque la moitié. C'est très axé sur la nourriture parce que cette personne adore cuisiner, adore faire des pâtisseries. Elle a d'ailleurs plusieurs commerces, dont une pâtisserie qui se nomme Beaucoup Bakery. Je sais pas si elle l'a encore. C'est une femme qui a fait plein de choses, animatrice, fondatrice de trucs. Je l'ai lu, là, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui semble avoir beaucoup de succès puis avoir fait plein de choses, même si je ne la connais pas. Puis c'est aussi intéressant parce qu'elle a des origines chinoises, donc elle parle de ses origines, puis elle parle aussi de comment ça se traduit dans la vie de tous les jours avec sa grand-maman, les repas typiques et tout. Donc, tu sais, pour vrai, je trouvais ça quand même intéressant, puis plus intime, plus poignant que Mange, Prie, Aime. Mais à toutes les fois que je m'assoyais pour lire, je m'endormais. Tout le temps. Constamment. Puis je pensais que c'était comme mon niveau de fatigue de manière générale, mais force a été d'admettre, parce qu'après ça, j'ai lu un autre livre, puis le sommeil s'est calmé, qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui m'ennuie profondément, puis que je lisais une page, je m'endormais, c'était un somnifère incroyable. Donc, en tout cas, si vous aimez la nourriture, si vous êtes des foodies, si vous voulez suivre une femme qui est sortie de son quotidien, puis que penser à elle parce qu'elle était complètement oubliée dans une relation, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous plaire. C'est une non-fiction, puis c'est vraiment là, sa vie qu'on suit. C'est pas tant sous forme de roman, même s'il y a quelque chose de très linéaire, là. Donc voilà pour un autre abandon. Je continue par contre avec un livre que je n'ai pas abandonné, que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé une série, pouvez-vous le croire? J'ai tellement pas lu beaucoup de séries cette année, là. Je pense que c'est la nouvelle moi. Donc, j'ai terminé la série Un bonheur si fragile avec le 4e tome qui se nomme Les Amours. Forcément, je peux pas vous parler de ce tome-là parce que c'est le 4e, il s'est passé beaucoup de choses. Mais dans cette série-là, on suit Corinne au
Dans le premier tome, on la suit au début là, des années 1900, proche d'être jeune adulte, 15-16 ans, et à cette époque-là, bon, elle se met à fréquenter un garçon, puis on va la suivre tomber amoureuse de ce garçon-là, se marier, avoir des enfants. Dans le tome 3, on est quand même des années plus tard lorsque ces enfants sont adultes, et ici aussi. Donc, on suit sa réalité de femme de 39 ans, qui est si vieux à cet âge. Pas à cet âge, mais à cette époque-là. Donc, c'est une personnage que j'aime tellement beaucoup. C'est une protagoniste que je trouve forte, résiliente, qui me donne envie de me bouger à toutes les fois que je la lis, parce que elle était tellement bonne, elle était tellement juste avec ses enfants. Elle a eu vraiment des grosses pierres là, dans sa vie, des gros obstacles. Puis malgré tout, elle a toujours remonté ses manches. Puis elle était vraiment un symbole de force, symbole de courage. J'adore Corinne. Depuis le tome 1, je ne lui souhaite que du bonheur. Et effectivement, il a été très fragile. Elle n'était jamais dans le fait de se plaindre ou de s'apitoyer sur son sort. Mais tabarnouche qu'elle en a mangé de la boîte, puis qu'elle a vraiment pas eu une vie facile et qu'elle a vraiment un mauvais radar à trouver des hommes. Elle a vraiment un radar cassé. Elle trouve tout le temps des bad boys ou des gars très louches alors qu'il y a comme d'autres gars qui sont tellement meilleurs autour d'elle. Autant lorsqu'elle avait comme 15-16 ans que lorsqu'elle a 30 ans. Tabarnouche qu'elle est pas capable de voir les bons prospects. Donc voilà, ça a été une série doudou pour moi, une série qui est restée très proche de mon cœur. La seule chose pour moi qui est un petit peu difficile dans cette série-là, c'est qu'on... Tu sais, oui, on met beaucoup l'accent sur Corinne, sur sa famille, tout ça, mais il y a comme... On ratisse large dans la ville, le maire, mais pas le maire, là, le prêtre, le bedeau, la fille du magasin général. Donc, il y a comme beaucoup de personnages. Juste la première page, c'est comme tous les personnages dont il est question. Puis parfois, les liens étaient difficiles. Puis je me suis pas autant attachée aux enfants qu'à Corinne elle-même. Donc lorsqu'on parlait de d'autres personnages, j'avais juste envie de revenir à Corinne. Mais lorsque je l'ai terminé, je vous avouerai que j'ai eu un petit pincement au cœur. Série qui va rester dans mon cœur, protagoniste qui va rester dans ma tête très longtemps. Un autre abandon, Venus Erotica d'Anaïs Nin. En fait, je l'ai commencé, j'ai lu le prologue, le préambule, le préface. Très intéressante préface qui nous explique d'où viennent ces nouvelles érotiques-là, parce qu'ils ont été demandés par une certaine personne, puis cette personne-là voulait à chaque fois qu'il enlève la poésie puis qu'il aille juste au sexe. Donc, une fois que j'ai terminé cette préface-là, je me suis dit, ben là, c'est ça qu'elle nous présente, toutes ces nouvelles très sexues, sans âme, sans cœur, sans charisme, sans sensualité. J'étais comme, déjà, les nouvelles érotiques dans ma vie de tous les jours, c'est pas tant moi. L'érotisme de façon générale, tu sais, une romance qu'il y en a, ça peut aller parce qu'il y a comme un building de tout ça, mais là, j'étais comme, merci préface, tu m'as évité de perdre mon temps, je vais abandonner ce livre et j'y ai goûté, j'ai essayé. Je sais maintenant, avec l'avertissement de la préface, que je peux passer à autre chose. Ma tête est satisfaite. J'ai terminé une autre série, celle de Marie Tempête de Dominique Demers. Je n'ai pas lu ça lorsque j'étais jeune. J'ai lu le premier tome il y a 2 ans, je crois. Puis c'est mélangeant parce qu'il y a comme les tomes Marie-Lune 1, 2, 3 qui ont été mis en un tome réuni qui s'appelle Marie Tempête. Puis celui-là, c'est comme Marie-Lune 4, 5, si je me trompe pas, qui ont été réunis en un tome, comme le deuxième tome de Marie Tempête, qui est les tomes 4, 5 de Marie-Lune. Donc, ouf, c'est pas évident. Mais ici, c'est déjà, si vous avez lu Marie Tempête, c'est une histoire, jeunesse, jeune adulte, qui, ma foi, là, il y en a des drames, il y en a à tour de bras. Habituellement, moi, la raison pourquoi j'aime moins les trucs jeunesse, jeune adulte, c'est que à cet âge-là, une petite chose est un énorme drame. Mais dans Marie Tempête, ce sont littéralement des drames de 5 personnes en une histoire. Là. Elle a envie des affaires, c'est pas croyable. Comparé genre à La Lumière Blanche, que le drame, c'est que son
chum meurt, tu sais, son chum de comme 2 semaines, puis que pendant 4 tomes, puis c'est pas un divulgateur, là, c'est comme le 3e chapitre, puis que pendant 4 tomes, elle essaie de se retrouver au travers de ça. Là, il y en a du drame au pied carré. Donc, vous comprendrez que notre protagoniste, Marilyn, 15 ans plus tard, elle a vécu tout ça en tant que jeune ado, jeune adulte, et elle a encore des séquelles, puis aujourd'hui, ben, elle est en couple, il y a eu tous les choix qui ont été faits, puis elle essaie de vivre avec les conséquences de ces choix-là, elle essaie de vivre avec les décisions des autres qui ne sont pas nécessairement celles qu'elle aimerait ou celles qu'elle aurait voulu. Donc, elle est comme malheureuse, elle porte un énorme poids sur ses épaules, et il y a comme 2 solutions à ça. Soit elle se bouge, puis elle se reprend en main, ou elle se laisse dépérir, et en même temps son couple, en même temps sa vie. Donc, on est vraiment à ce point fragile, névralgique, de, tu sais, peu importe le nombre d'épreuves que tu as vécues, il n'y a personne d'autre qui peut t'aider que toi-même. Donc, on est vraiment là. Puis, malgré tout, elle a encore des grosses épreuves à vivre aujourd'hui. Est-ce qu'elle va se laisser aider? Est-ce qu'elle va changer sa mentalité puis son mindset ou non? C'est ça qu'on va découvrir. C'est un livre que j'ai trouvé intéressant à lire à mon âge parce que la protagoniste est rendue à 30 ans. Ce que je trouve intéressant dans l'histoire de Marie Tempête, c'est que la première portion est beaucoup plus intéressante, à mon avis, de lire lorsqu'on a 15, 16, 17 ans, puis celle-là lorsqu'on a 30 ans parce qu'on va plus connecter avec les thématiques puis les personnages. Donc, forcément, là, les thématiques abordées, l'adoption, l'infertilité, le couple aussi, ce sont des sujets qui me touchent beaucoup plus. C'est sûr qu'il y a une alternance avec un jeune de 15-16 ans, puis bon, si vous avez cet âge-là, ça pourrait vous toucher un petit peu plus, mais c'est quand même la vie de Marilyn qui prend le plus de place. Mais j'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé que c'était des personnages vrais, attachants, une histoire bouleversante, des thématiques touchantes forcément. Donc, très contente d'avoir terminé ça. Un autre livre bleu qui s'ajoute à ma liste. Finalement, un autre abandon, je l'ai acheté à la bibliothèque, tu sais, dans les ventes là, de débarras, par nostalgie, mais j'avais comme aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur de ce livre-là. J'étais comme curieuse, je m'en souvenais pas, je l'ai vu, coup de tête, je l'ai pris. Agaguc d'Yves Thériault. C'est pas un livre récent, je croyais que c'était dans les années 80, mais ce que j'ai vu, c'est que ça a été publié dans les années 60. Et ma foi, je me doutais que ça avait mal vieilli, mais c'est pas ça. C'est même pas le fait que ça a mal vieilli, c'est le fait que c'est complètement de l'appropriation culturelle. J'ai lu 10 pages. J'ai lu 10 pages et j'en pouvais plus. Yves Thériault a des descendances montagnaises. C'est ça que Wikipédia dit. Je ne sais pas de combien de paliers, à quel point c'est proche ou loin de lui. Ce que ça dit sur Wikipédia, c'est que dans ces années-là, 1960, 57, en tout cas, peu importe, dans ces années-là, à cause de sa descendance montagnaise, il s'est fait offrir un poste prestigieux, là, nommé directeur des affaires culturelles au ministère des Affaires indiennes et du Grand Nord canadien à Ottawa de 1965 à 1967. Il n'a jamais vécu dans une réserve, il n'y avait aucune connexion avec ses origines de ce que j'en sais, et possiblement aucune idée de ce que ses descendants ont vécu, parce que ce livre-là, là, c'est horrible, ma foi, c'est grotesque, c'est la vision d'un homme dans les années 1960 de ce qu'étaient les Inuits, mais avec les pensées puis la manière d'être des Blancs. Comme je pourrais pas vous certifier à 100% que les Inuits vivaient pas comme ça, mais je suis pas mal certaine que il était pas barbare et grotesque et complètement sauvage. Comme le personnage, là, à page 8, il viole sa femme. Il n'y a aucune considération pour elle. Il dit qu'elle lui appartient, qu'il faut qu'elle soit docile. C'est comme les mots que les hommes blancs disaient des femmes à cette époque-là. Comme ça n'a aucun rapport là, avec les Inuits, ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils vivent. Ça manque complètement de sensibilité. Je peux pas croire qu'ils nous faisaient lire ça au secondaire. Combien de personnes ont lu ce livre-là?
je suis, ma foi, outrée, qui est complètement pas on voice, c'est pas quelqu'un qui est autochtone, c'est même pas quelqu'un qui a voulu reconnecter avec ses origines. Je pense même pas qu'il a fait cet effort-là pour aller voir les gens, pour essayer de retrouver sa famille ou retrouver ses origines. En tout cas, non, 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 non. Je me suis dit que je pouvais pas perdre mon temps à lire ce livre-là. Ça aurait pu être un vlog très intéressant. Mais je me suis dit que ça valait vraiment mieux que je lise quelque chose on voice aujourd'hui que de lire ce déchet-là. C'est grotesque. Je vais utiliser ce mot-là parce que pour vrai, un, ça n'aurait jamais dû être publié. Je comprends qu'à l'époque tout ça. Deux, on n'aurait jamais dû nous faire lire ce livre-là. Quantité de personnes qui m'ont dit qu'ils ont lu ça au secondaire, moi inclus, et qui en ont été troublées. Moi, je pense que je l'ai juste comme sorti de mon cerveau. Abandon. J'ai écouté en version audio Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo de Dany Laferrière. En fait, je l'ai commencé au mois d'octobre. Je me cherchais quelque chose en audio parce que mon fils faisait ses dents puis je passais de longues minutes et même des heures à l'endormir pendant la nuit. Donc, tu sais, lorsque tu as quelque chose dans les oreilles, ça t'assure que tu t'endors pas, puis en même temps, ça fait passer les minutes un petit peu plus rapidement. Donc, au mois d'octobre, c'était quand même un moment assez chargé parce que les dents étaient très présentes, donc mes nuits étaient très courtes. Et c'est là, en majorité, que je l'ai lu. Mais le mois de novembre, ça a été plus tranquille, donc il me restait comme 2 heures et demie à peu près. Je l'ai terminé dans les derniers jours de décembre parce que les dents ont revenu. Ben, en fait, le cycle des dents, les dents ont continué à pousser. Il y a eu comme une petite accalmie, puis là, bon, vous comprenez le concept. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, ce sont comme des petites chroniques. Dany Laferrière parle à Mongo qui, lui, est camerounais et il fait des parallèles entre la culture du Québec, les valeurs, les trucs importants qu'on devrait connaître sur le Québec, ses habitants, sa culture, sa manière d'être, les différences entre les deux, donc entre le Cameroun, comment on fait, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis ici, certaines choses qui pourraient passer comme de l'impolitesse, qui sont d'un autre côté du respect. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ce sont genre 80 petites chroniques sur des sujets là, vastes, là, politique, religion, vie personnelle, séduction, name it, là, vraiment tous les sujets sont abordés, la météo, c'est vraiment un gros tour de table sur quelle est l'identité québécoise, qu'est-ce qui est important de savoir lorsqu'on vient d'un autre endroit. Mais j'imagine plus précisément là, du Cameroun parce qu'il fait référence. Il y a peut-être d'autres endroits qui ont des mœurs différentes, mais c'est pas abordé pareil. Mais bon, tu sais, il y a toujours la comparaison avec le Québec. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. C'était super le fun aussi à écouter. Ça s'écoutait là super bien, puis bon, si j'en manquais des bouts, c'était pas si grave que ça. Je vous le recommande définitivement là, en audio, si vous avez des petites tâches à faire, ça s'écoute vraiment très bien. Mais tu sais, la poésie de Dany Laferrière, la manière qui s'exprime, les jeux de mots, les réflexions, c'est super intéressant, puis ça nous permet aussi d'en apprendre un petit peu plus sur nous, mais d'avoir aussi une vision de quelqu'un d'extérieur, mais aussi d'avoir une vision sur les comportements qu'on a, les mots qu'on a parfois envers les autres, puis qu'est-ce que ça leur fait vivre. Donc, tu sais, je pense que cet ouvrage-là, c'est quand même quelque chose qui peut provoquer de l'empathie, qui peut provoquer des réflexions, un cheminement de la pensée sur certaines choses. Donc, définitivement, je suis très contente de l'avoir écouté et de l'ajouter à ce que j'ai lu en 2023. On y va pour les 2 dernières lectures de cette vidéo du mois de décembre, parce que oui, il y a eu d'autres lectures, mais elles font partie de différents concepts, donc elles ne sont pas dans cette vidéo-là. J'ai finalement terminé cette brique des chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. Pourquoi je les ai toutes lues? Parce que j'ai acheté ça. Si je ne l'avais pas acheté, tout ceci ne se serait pas passé. Mais bon, tu sais, je comprends quand même, il y a une valeur historique, une valeur
tu sais, de comprendre son peuple, puis de comprendre un peu l'évolution de l'écriture et de la littérature québécoise. Donc, c'est pour ça que je suis contente. Donc, la dernière chronique qui me restait à lire, c'est Un objet de beauté, où on suit majoritairement Marcel lorsqu'il est rendu un homme, mais qui vit encore avec sa mère, parce que, bon, tu sais, à l'époque, on mettait pas nécessairement de mots sur ça, mais on sait qu'il est épileptique. On peut peut-être lire entre les lignes qu'il serait déficient aussi, mais tu sais, il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de mots mis sur son petit mal, comme ils disent. Donc, tu sais, il y en a qui disent qu'il est fou, puis il y en a qui disent que, tu sais, ça roule pas rond, là, mais tu sais, il n'y a pas de terme exact. Donc, on essaie de comprendre que, tu sais, c'est difficile pour lui d'être autonome, il y a certaines rigidités, il y a certaines choses qu'il aime. Ils disent que, tu sais, qu'il est resté enfant dans sa tête. Donc, tu sais, moi, ça me fait penser un petit peu peut-être à de la déficience, mais que sais-je, je ne suis pas psychologue et je ne peux pas diagnostiquer personne, mais bon, ça donne cette impression-là. Un objet de beauté, ce que j'ai trouvé intéressant au départ, puis tu sais, ça faisait quand même le lien avec la fin de Le premier quartier de la Lune, c'est que Marcel ne peut pas vivre de manière autonome, donc il est adulte et il vit avec sa mère, mais sa mère, être avec Marcel, c'est un travail à temps complet. C'est un adulte qui a encore des besoins très similaires à ceux d'un enfant. Donc, elle n'a pas de possibilité de s'amuser. Donc, elle est vraiment encore à s'occuper de Marcel et à mettre Marcel en priorité. Donc, c'est difficile pour elle, c'est lourd, elle n'a pas vraiment d'aide. On lui a suggéré de le placer, mais c'est pas ça qu'elle veut. T'sais, elle se dit, c'est son enfant, je vais m'en occuper. Donc, tu sais, il y a comme tout ça au début que j'ai trouvé ça super intéressant. D'un autre côté, il y a des chapitres où on est dans l'imaginaire de Marcel. Et bon, c'est pas nécessairement mes chapitres préférés, mais tu sais, je me suis rendu compte que j'étais quand même capable de les finir et tout ça. Puis je vous dirais qu'il y a encore cet aspect de réalisme magique, mais on fait beaucoup de symbolisme. Finalement, on a comme certaines explications par rapport à tout ça, ce qui boucle bien, je vous dirais, le tout, ce qui fait une belle boucle avec toutes les chroniques que j'ai lues préalablement. Je vous dirais que la fin, ma foi, wow, je m'attendais pas à ça. Ben, il y avait eu certains signes, mais je ne pensais pas que ça finirait de manière aussi violente. C'est ce que je pourrais dire. Est-ce que ce sont des lectures marquantes pour moi? Non, mais comme je vous disais, je pense que, bon, vu que je l'ai acheté, je me suis dit que j'allais pas les abandonner, mais il y a vraiment juste cet aspect-là de comprendre d'où vient la littérature, de comprendre un petit peu l'œuvre de Michel Tremblay aussi, que j'ai trouvé super intéressante, même si ce ne sont pas toutes les nouvelles que j'ai appréciées à la même mesure. Donc, tu sais, je pense que mes préférées, ce sont Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges. La deuxième, celle-là, je l'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé aussi des nouvelles d'Édouard. Puis bon, les autres, un petit peu moins. Un objet de beauté, il y a quelque chose de très... j'allais dire sentimental, mais quelque chose qui vient me chercher, tu sais, un enfant avec un handicap, une mère dévouée à son enfant, même si elle n'a pas grand-chose à offrir, même si elle-même est assez appauvrie dans plusieurs sphères de sa vie. Donc voilà pour ma mini-critique de la dernière chronique du plateau Mont-Royal. Et finalement, le mois de décembre ne pouvait pas terminer autrement qu'avec ma lecture pour le club Sujet Clos 24 jours pour survivre au réveillon d'Audrey Archambault. C'est pas une lecture que j'aurais lue si ce n'était pas du club de lecture. Puis bon, vous comprendrez que j'ai tiré la sauce le plus possible avant de lire le 10 livres. C'est ça. Donc, de quoi ça parle, ces livres-là? On va suivre Mélodie, qui, à chaque année, le mois de décembre, est très anxiogène pour elle parce que sa famille, sa mère sont vraiment très intenses à propos de l'organisation de Noël et tout ça. Et ça lui cause beaucoup d'anxiété. Puis là, ben, à chaque année, elle a comme l'impression de décevoir tout le monde, de pas vraiment être une adulte. Donc là, bon, elle veut une job, elle veut avoir un chum, elle veut avoir un condo, elle veut avoir... Tu sais, elle veut démontrer qu'elle est rendue une adulte placée, solide, avec un emploi, qu'elle est comme... Elle aussi,
qu'elle est une adulte. C'est ça qu'elle veut montrer. Donc, comme tout est en place pour ça, elle s'en va à Saint-Avoine de la Bourrasque pour avoir son stage qui va lui permettre d'avoir son diplôme et d'avoir un revenu et d'avoir un emploi après et tout ça. Mais ça ne se passera pas comme prévu. Vous vous rendez bien compte que c'est ça qui va se passer. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman-là? C'est sûr que j'ai vu des millions d'avis positifs, d'avis très, très, très positifs, des coups de cœur et tout ça. Je suis pas le public cible, hein, vous comprendrez. Même si, d'un autre côté, on me dit « Ah, la fille, c'est plus comme une Grinch, peut-être que ça va être un peu comme toi. » J'ai pas l'impression qu'on est des Grinch pour la même raison. En fait, je me considère pas comme une Grinch, même si j'ai fait des Grinchmas sur mon Instagram. C'était un peu pour la blague en elle-même. Elle, tu sais, ça vient vraiment beaucoup de la pression exercée par sa mère, exercée par sa famille, comme lire à quel point sa mère était lourde par rapport à ça. Moi aussi, je serais comme, je veux rien savoir de Noël puis du mois de décembre, c'est la pire affaire au monde. Il y a tellement comme de choses à faire, il y a tellement un standard élevé à atteindre, comme c'est sûr que c'est désagréable. Comme moi, mon temps des fêtes n'a pas l'air de ça, même si c'est nous qui recevons les gens, on fait un potluck, comme j'ai pas besoin des napkins qui matchent avec ma nappe, j'ai pas besoin que tout soit parfait, et mon Dieu, non, 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 ça ne colle pas avec ma personnalité. Fait que tu sais, je peux comprendre que elle, ça cause beaucoup d'anxiété avec ça. Tu sais, je trouve que le backstory, comme l'histoire, les antécédents de pourquoi elle aime pas dans Noël, c'était très réaliste. Je comprenais totalement. La mère, moi aussi, elle me rendait très anxieuse. C'était pas agréable. Au début, j'ai eu de la misère un petit peu à embarquer. Il y avait certaines choses qui me dérangeaient un peu, comme le look. Ça, là, c'est quelque chose dans les livres, souvent dans les chick lit, parfois dans les romances, à quel point l'importance du look, comme elle fait sa valise, puis là, elle demande à ses colocs, genre, si son look est correct, là, ils sont comme, oh mon Dieu, ben non, pas ce pantalon-là, ça a l'air de quoi, comme, oh, pourquoi? Faites juste dire que c'est parfait, mais je sais que ça ferait pas aussi de l'histoire, mais comme le look, ça prenait vraiment beaucoup d'importance. Comme sa vie est en dérape à un moment donné, mais comme on top of that, son look. J'étais comme, franchement, comme tout est plus important là, que le fait que tu es en train de porter un ugly sweater. Là, comme tu vas t'en remettre. Moi, là, l'importance à la superficialité au look, que si vous me suivez, là, vous en doutez bien, là, comme tone down là-dessus, c'est vraiment pas une valeur que je trouve super importante. Je sais qu'il y a comme une évolution dans le roman et tout, mais ça me titille que ce sujet-là, qu'on retourne encore au look. C'est ça, on aurait pu s'en passer. Surtout qu'il y a vraiment des valeurs super importantes, puis certaines situations mises de l'avant par l'autrice, que si vous la suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment elle. Et je trouve que ce sont des valeurs qui ne sont pas souvent mises de l'avant. Donc ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, par exemple, le fait qu'elle est végétarienne, puis on a comme l'explication de comme comment ça a commencé, tout ça. Aussi une histoire de pollution. Donc, tu sais, il y a des choses qui sont mises de l'avant super intéressantes, super originales, mais là, on retournait au look, puis moi, j'étais comme, je suis tannée de cette pression du look, de comme qu'il faut avoir l'air de quelque chose. Si ça veut mettre du noir tout le temps, tant mieux, tant pis, ou whatever. Mais en fait, moi, mon plus gros trigger, puis je pense pas que c'était nécessairement le but, mais c'est la protagoniste. Je l'ai trouvée tellement rochante, je l'ai trouvée tellement dure à lire, tellement dure à vivre. Je l'ai pas trouvée reposante du tout. Puis je comprends aussi qu'elle est pas reposante pour elle non plus. Tu sais, elle est super rigide, elle est super anxieuse, puis tout ça la met encore plus anxieuse, puis fait en sorte que comme ça va pas bien, tu sais. Fait qu'elle est comme à l'apothéose de la situation pas saine, tu sais. Donc, mais à un moment donné, là, je la trouvais qu'elle se considérait comme une victime, puis tout le fait qu'elle comme elle était pas capable de lâcher prise, puis elle finissait par frapper verbalement sur des gens autour. La crise, là, au 80%, je vous avoue que je l'ai lu en diagonale, je trouvais ça inacceptable, comment elle se comportait. Je sais qu'il y a une raison derrière, mais moi, je pourrais pas accepter que quelqu'un me parle comme ça. Comme, il y avait aucune raison pour ça. Puis je comprends que comme c'était sa manière de le vivre et tout ça, mais moi, c'est aux antipodes avec moi. Je pourrais pas être proche de quelqu'un comme ça. Ça me trigger énormément. Fait que, tu sais, je vous dis ça, mais tu sais, c'est rien nécessairement contre le livre. C'est juste quelque chose que, comme,
moi, personnellement, le personnage, c'est pas un personnage que j'ai apprécié. Ça fait en sorte que ça a quand même teinté ma lecture. Si ça avait été un autre personnage, je pense que l'histoire, je l'aurais trouvé correcte, je l'aurais trouvé le fun, un petit village perdu, puis comme trouver un peu la magie de Noël au travers de tout ça. Je trouvais ça le fun, mais elle m'épuisait vraiment beaucoup. C'est sûr qu'au début, il y avait certaines petites incohérences, tu sais. Je suis pas la Sherlock Holmes qui regarde ça, mais lorsque j'ai de la misère à embarquer, parfois ça me saute plus aux yeux, puis comme sans parler, sans faire de divulgation, il y a une situation par rapport à son stage. J'étais comme, ben, l'explication est pas tout à fait réaliste, là. Une histoire de budget, là, ça peut pas se passer comme ça. C'est ça. Donc, tu sais, je sais pas trop quoi penser de mon appréciation, je sais pas trop quoi dire, c'est pas une lecture 5 étoiles pour moi, mais comme l'histoire en elle-même était correcte, était le fun, il y avait des belles valeurs, il y avait comme des personnages intéressants, mais la protagoniste, je pouvais pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà pour mes lectures du mois de décembre. J'espère que vous avez passé joyeux temps des fêtes si vous fêtez Noël. Là, je dis ça, puis comme cette vidéo-là va être comme au milieu de janvier. Ah, pourquoi je dis ça? Ben, tu sais, moi qui accorde tellement pas d'importance à ces choses-là, qui est comme, c'est juste une journée comme les autres, qu'on peut se rassembler, ça n'a aucune valeur spirituelle ou religieuse pour moi, mais pourquoi j'en parle? Habituellement, j'en parle même pas sur mes réseaux, là. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne, et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.